Parfois, il suffit d'une simple lettre pour qu'un monde entier ressurgisse du passé. On est en 1998 et une femme prend sa plume pour raconter ses souvenirs. Pas n'importe lesquels, ceux d'un orphelinat, juste avant que la Seconde Guerre mondiale ne vienne tout balayer. Ce qu'elle décrit, c'est une vie de rigueur, de camaraderie et un monde sur le point de disparaître. Alors on va plonger ensemble dans ce témoignage vraiment unique. Alors, cette lettre, elle a été écrite par Marthe Ploy. Imaginez, des décennies après avoir quitté l'orphelinat de Biding, elle tombe sur un article qui en parle. Et là, c'est une vague de souvenirs qui déferle, si forte, si puissante qu'elle a ressenti le besoin de tout mettre sur papier. C'est ce besoin presque viscéral de témoigner qui nous ouvre aujourd'hui les portes de son histoire. Cette émotion brute, dès les premières lignes, elle dit tout. Ce n'était pas juste un bâtiment, un lieu de passage, c'était sa vie. Une vie faite de quoi au juste? Eh bien, la lettre nous dépeint un quotidien où la dureté la plus stricte côtoyait un ordre presque rassurant. Alors justement, à quoi ressemblait la vie dans cet orphelinat? La lettre de Marthe nous plonge dans un monde de contrastes. D'un côté, une existence vraiment précaire, et de l'autre, une organisation réglée comme du papier à musique. Le quotidien, il était rythmé par le travail. Il faut s'imaginer un peu aller chercher l'eau au puits par tous les temps, dormir sur de la paille qui pique, et travailler, sans arrêt, sans jamais recevoir la moindre pièce pour soi. Ces filles, elles n'étaient pas là par choix, hein. C'étaient les enfants de familles brisées par la misère ou la maladie. Pour elles, l'orphelinat, c'était la seule porte de sortie. Et pourtant, au milieu de cette vie rude, il y avait cet ordre implacable. La mémoire de Marthe est tellement précise qu'on pourrait presque redessiner les plans des lieux. Chaque pièce, chaque étage avait sa fonction bien définie. La chapelle, les dortoirs, l'infirmerie, tout était pensé. C'était une machine parfaitement huilée, une vraie petite société conçue pour être totalement autonome. Mais qui faisait tourner cette machine? Qui étaient les architectes de cet univers? Les religieuses. Et elles étaient bien plus que de simples gardiennes. Elles étaient le cœur battant de l'orphelinat, celles qui endossaient tous les rôles pour faire survivre cette petite communauté. Le secret de cette efficacité, c'était simple, une division du travail quasi militaire entre les sœurs de Saint-Augustin. Chacune avait sa mission. C'était un véritable organigramme humain qui permettait de tout gérer, de la ferme aux enfants, avec une précision assez impressionnante. Et le plus fou, c'est que grâce à la mémoire de Marthe, on peut mettre des noms sur ses fonctions. Il y avait Sœur Ambroise, la grande patronne en quelque sorte, Sœur Anicenne, la reine des cuisines, Sœur Angèle, l'infirmière. Il y avait aussi Sœur Georgine et Élisabeth qui s'occupaient des champs et des animaux. Et enfin, Sœur Emma qui veillait directement sur les enfants. Chacune était un rouage indispensable, un pilier de toute la structure. Mais voilà, cette belle mécanique, ce monde clos, protégé, tout ça allait être brisé net. L'ombre de la guerre planait sur l'Europe, et avec elle, un ordre d'évacuation qui allait absolument tout changer. Tout a basculé en l'espace de quelques semaines. Il faut imaginer le choc. Après des années passées dans une routine immuable, un capitaine de l'armée se présente à la porte. Et son message est simple mais terrifiant. La guerre arrive. Votre maison, votre seul foyer, se trouve maintenant sur la ligne de front. Vu les menaces de guerre de l'Allemagne, il fallait se préparer à la riposte. Ces mots, rapportés par Marthe, ont tout fait basculer. D'un coup, la guerre n'était plus une rumeur lointaine, c'était une réalité concrète. La ferme de l'orphelinat allait être réquisitionnée pour renforcer la ligne Maginot. Pour ces enfants, c'était tout simplement la fin du seul monde qu'elles avaient jamais connu. Le départ est un déchirement. Marthe décrit un voyage long, épuisant, pour arriver où? Dans un abri temporaire, avec un peu de paille jetée sur un sol en ciment pour tout lit. En quelques heures, elles ont tout perdu, leur maison, leur lit, le peu de stabilité qu'elles avaient. Après la guerre, les orphelines sont revenues à Biding. Mais que reste-t-il après un tel séisme? C'est là que la mémoire est fascinante. Elle ne garde pas tout, mais elle préserve des images, des détails puissants, bien après que tout a été détruit. Le retour, c'est un choc terrible. L'orphelinat a été pillé par les soldats, le village est en ruine. Mais au milieu de ce chaos, il y a un détail. Un détail presque irréel. Une petite roseraie, plantée par Sœur Ambroise, a survécu. C'est une touche de beauté, de vie, au milieu de la désolation. Comme un symbole de leur propre résilience, finalement. Et au-delà de la douleur et de la destruction, il y a un souvenir en particulier qui brille dans la mémoire de Marthe. Une image toute simple, presque magique, qui en dit long sur la façon dont un enfant perçoit le monde. Elle raconte l'histoire de cette pompe à eau dans la rue,
Pour l'enfant qu'elle était, cette pompe qui donnait toujours de l'eau, même pendant les pires sécheresses, c'était un miracle, un vrai miracle. C'est un détail magnifique qui montre comment l'esprit d'un enfant peut trouver de l'émerveillement et un sentiment de sécurité, même dans les situations les plus dures. Et ça illustre parfaitement la conclusion de Marthe Ploy. Avec le temps, ce n'est pas la douleur qu'elle retient, mais la richesse des souvenirs. L'orphelinat, malgré toute sa dureté, a été un refuge, un lieu qui l'a forgé et qui lui a laissé un héritage indélébile. C'est comme si la mémoire avait transformé l'épreuve en force. L'histoire de Marthe est unique, bien sûr, mais elle soulève une question qui, elle, nous concerne tous. Comment est-ce que les lieux de notre enfance, qu'ils soient heureux ou difficiles, continuent de nous définir, de nous construire tout au long de notre vie? C'est peut-être ça le véritable pouvoir de la mémoire. Pas juste se souvenir du passé, mais comprendre comment ce passé nous a façonnés pour toujours. On se plonge aujourd'hui dans un document assez exceptionnel. Un témoignage qui nous est parvenu vilique, la lettre d'une certaine Marthe Ploy. Elle y raconte sa vie de jeune orpheline à Biding, en Moselle, dans la première moitié du XXe siècle. C'est une fenêtre, en fait, une fenêtre ouverte sur un monde qui a complètement disparu. Celui d'un orphelinat religieux, le Sacré-Cœur, juste avant que la Seconde Guerre mondiale ne vienne tout balayer. Et notre but, en parcourant cette lettre, c'est vraiment de dépasser la simple anecdote. C'est d'essayer de comprendre comment fonctionnait ce microcosme. À travers les yeux d'une enfant, on va décortiquer toute une organisation sociale, un mode de vie, une réponse à la précarité de l'époque, en fait. Ce n'est pas juste un souvenir personnel, c'est une véritable pièce d'archives sociologiques dictée par la mémoire. Alors, entrons-y dans ce microcosme. La première chose qui frappe, c'est l'organisation. On a l'impression de lire le plan d'une petite forteresse, presque autosuffisante. C'est exactement ça, une forteresse dirigée par des religieuses augustines, avec une hiérarchie digne d'une armée. Tout en haut, il y a la directrice, sœur Ambroise, et puis chaque sœur a un poste qui ne varie jamais. Il y a sœur économe pour les finances, une infirmière, la cuisinière, sœur Odilon, sœur Georges la jardinière, et même une professeure d'allemand. C'est une ruche incroyablement structurée où rien, vraiment rien, n'est laissé au hasard. Une ruche entièrement féminine. Et vous parliez d'autosuffisance. Ça veut dire qu'elle vivait en circuit fermé. Presque, oui. La lettre est très claire là-dessus. Elles élevaient leurs propres cochons, leurs poules, des lapins. Elles cultivaient un immense jardin qui fournissait tous les légumes. Elles parlent de réserves de choucroute, de haricots, de fruits. Tout ça leur permettait de tenir des mois sans aucune aide extérieure. C'était une question de survie, j'imagine. Bah oui, complètement. Dans la France rurale de l'entre-deux-guerres, la précarité, c'était la norme. Et cette organisation très stricte, ce n'est pas anodin. Ça reflète une philosophie bien particulière de l'époque, non? Absolument. Ce n'était pas seulement pour survivre, c'était une formation morale. Le travail était vu comme un outil de discipline et de salut, surtout pour des enfants qui venaient de milieux difficiles ou de l'assistance publique. Chaque tâche, du jardinage à la couture, c'était une leçon de vie. On leur apprenait à être utile, en somme. Voilà, on leur apprenait à tenir leur rang, à être utile et à ne jamais dépendre de personne. La description des conditions sanitaires en dit long. Ah oui. Une simple pompe pour l'eau, un grand bac pour la toilette commune et l'eau était chauffée au charbon. On apprenait la vie à la dure, quoi. Et qui étaient justement ces enfants? Étaient-elles toutes des orphelines au sens strict? Non, et c'est un détail intéressant. Marthe Ploy distingue 3 groupes. Il y avait les orphelines comme elle, ensuite des pensionnaires dont les parents, souvent modestes, payaient une petite somme, peut-être 30 francs par mois. Pour qu'elles soient logées et éduquées? C'est ça. Et enfin, et c'est là qu'on sent toute l'émotion dans ces mots, il y avait les enfants de l'assistance publique. Elle les appelle avec une infinie tendresse ces pauvres petits anges. Mais malgré tout, l'éducation n'était pas sacrifiée. Les plus grandes étaient préparées pour passer le brevet. Attendez, ce qui me sidère dans sa lettre, c'est la précision des lieux. Des décennies plus tard, elle liste, je crois que c'est une 20aine d'endroits différents, avec des numéros. C'est comme si elle avait encore la carte mentale de l'orphelinat gravée dans sa tête. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'impact de ce lieu? Ça nous dit que ce n'était pas juste un lieu de passage. C'était son monde, le seul monde qu'elle ait vraiment connu pendant ses années de formation. C'est dingue en fait, on dirait qu'elle nous dicte un plan d'architecte de mémoire. C'est ça. Elle décrit l'entrée principale, le parloir réservé aux visiteurs de marque, comme l'évêque, la pharmacie, l'infirmerie. Elle mentionne même la chambre des docteurs, en précisant qu'elle a servi aux Allemands pendant la guerre de 14-18. Chaque pièce est chargée d'histoire. Et toute sa vie d'enfance s'organisait autour de cette géographie. Elle décrit les dortoirs avec une précision clinique.
Un petit meuble par enfant, une cuvette, un broc pour la toilette. On imagine la cour où jouaient les petites de sœur Bertha. Chaque espace avait une fonction, une odeur, un son. Exactement. Et ces détails, ils ancrent le récit dans une réalité presque palpable. La description des caves, par exemple, est particulièrement évocatrice. Ah oui? Il y a la cave pour la choucroute, celle pour la macération des groseilles, le cellier où les fruits étaient rangés. Tout était pensé pour la conservation. Chaque détail nous parle de cette obsession de la prévoyance. Elle mentionne même la pièce pour la voiture à cheval. Une simple phrase qui nous propulse un siècle en arrière. C'est ça. Toute cette organisation pour survivre, ça suggère que la vie n'était pas facile tous les jours. La lettre évoque une pauvreté assez rude, non? Oui, la précarité est en filigrane, partout. Elle raconte que des gens du village venaient parfois donner quelques pommes de terre, ou même, pour reprendre son terme, mendier un morceau de pain à l'orphelinat. C'est dire à quel point la situation était difficile pour tout le monde. Absolument. Mais le souvenir le plus poignant, je trouve, c'est celui d'une année de grande sécheresse. Racontez. Les récoltes avaient été très mauvaises. Alors, les sœurs emmenaient les filles dans les champs, après la moisson, pour glaner, C'est-à-dire ramasser ce qui restait. un par un, les épis de blé que les moissonneuses avaient laissés. Avec ces maigres grains, elles faisaient une sorte de farine qu'elles mélangeaient avec des prunes et des herbes du jardin pour en faire une espèce de pain. C'est une image incroyablement forte de la débrouillardise face aux monks. Quand on lit ça, on mesure ce que signifie vraiment ne rien gâcher. On voit bien qu'elle vivait dans un système très refermé sur lui-même, presque hors du temps. Mais j'imagine que même ce cocon n'a pas pu rester isolé de la grande histoire. Effectivement, et c'est là que la petite histoire de Marthe Ploie est percutée de plein fouet par la grande. La menace de la guerre avec l'Allemagne se fait de plus en plus précise. Et un jour, un capitaine de l'armée française réquisitionne une partie du bâtiment Et pourquoi? pour les travaux de la ligne Maginot. Il faut se souvenir qu'en Moselle, à cette époque, la ligne Maginot est partout. C'est un chantier colossal. Qui matérialise la peur d'une nouvelle guerre. Voilà. Et du coup, l'orphelinat se retrouve littéralement en première ligne avant même que le premier coup de feu soit tiré. Et donc, elles sont contraintes de partir. Oui, l'évacuation devient inévitable. L'orphelinat doit être vidé. La lettre décrit ce déracinement. Elles doivent vendre le bétail à la hâte, faire les bagages et se préparer à un long voyage en train vers les Charentes. Pour ces enfants qui n'avaient connu que Bidin, ça a dû être un véritable exil. Un exil, oui, puis vient la défaite, l'occupation et des années plus tard le retour. Et que retrouvent-elles à leur retour? Un lieu transformé. La maison du Sacré-Cœur, comme elle l'appelle, a été occupée par les soldats allemands. Et là, il y a deux images qui s'opposent, deux symboles très puissants. Lesquels? D'un côté, elle raconte avec une émotion palpable avoir retrouvé son petit rosier, celui que sœur Ambroise lui avait planté et qui avait miraculeusement survécu à tout. Et de l'autre, la pompe à eau, la source de vie de la communauté, a disparu, volée. C'est l'image même de ce qui a perduré malgré tout et de ce qui a été irrémédiablement perdu. C'est ça. Mais au-delà de ces grands événements, ce qui donne toute sa chair à ce témoignage, ce sont les anecdotes, les souvenirs intimes. C'est ça qui révèle l'humanité derrière la discipline de fer. Comme cette histoire de cheveux. C'est un détail qui peut paraître anodin, mais il est si vivant. Elle raconte qu'un jour, elle se lave ses longues tresses dans une bassine d'eau chaude du puits, et une camarade, pour lui faire une blague, lui verse un seau d'eau glacée du même puits sur la tête pour la rincer. Elle écrit avoir cru être dans un étang de glace. On a froid pour elle rien qu'en lisant ça. C'est exactement ce genre de détail presque trivial qui rend le récit si incroyablement puissant. Et ce ne sont pas que des souvenirs de souffrance, c'est important de le noter. Elle évoque aussi des moments de joie, Ah oui, où les sœurs aidaient les enfants à confectionner des broderies pour les vendre et récolter un peu d'argent. Et il y avait même des voyages organisés, ce qui est assez surprenant pour l'époque et leurs conditions. Elle mentionne une visite à Verdun, une autre à Trèves en Allemagne. On est loin de l'image à la Dickens de l'orphelinat totalement coupé du monde. Tout à fait. Et le point d'orgue de l'année, ça semblait être la fête de Saint-Polycarpe. C'était un grand moment où les enfants montaient une pièce de théâtre sur une scène construite pour l'occasion. Des bouffées d'air frais, essentielles dans un quotidien aussi rude. Oui, voilà. il y a si longtemps que tout cela s'est passé. Elle a peur que ses souvenirs n'intéressent personne. Et elle ajoute « Je sais du moins que ce qu'elles contiennent ne sont pas des histoires mais la réalité ». C'est une phrase magnifique. C'est l'affirmation de la valeur de sa propre mémoire. Et sa conclusion est tout aussi forte. Elle dit garder en elle l'affection et la foi qu'elles ont su nous donner. C'est la reconnaissance d'un héritage immatériel qui va bien au-delà de la dureté des conditions de vie. D'ailleurs, le détail de la signature est révélateur, non? Ah oui, complètement. Avant de donner son nom, Marthe Ploie, elle signe sa lettre
une ancienne de Bidding. Elle s'identifie d'abord au lieu, au groupe. Exactement. Son identité première, celle qui lui vient spontanément, ce n'est pas son nom de famille, c'est cette expérience collective qui l'a forgée. Elle fait partie d'une communauté, celle des anciennes de Bidding. C'est la preuve que ce lieu, avec ses règles, ses épreuves et ses joies, a été le creuset de ce qu'elle est devenue. En définitive, cette lettre nous offre un tableau complexe. On y voit une vie d'orpheline faite de rigueur, de précarité, gérée avec une organisation quasi militaire. Mais à travers son regard, ce n'était pas seulement ça. C'était aussi un lieu de transmission, de solidarité et de souvenirs qui l'ont construite. Ce témoignage, c'est l'illustration parfaite de la puissance de la mémoire individuelle. Sans cette lettre, tout ce pan de l'histoire sociale, la vie de ces dizaines de filles à Bigginding, serait tombé dans l'oubli le plus total. La précision des détails, des noms, des sœurs, au menu d'un jour de disette, ça ressuscite un monde entier qu'aucun livre d'histoire ne nous aurait jamais raconté. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Combien de mondes, comme celui d'Orphelinat de Bigginding, ont entièrement disparu et n'existent plus aujourd'hui que dans la mémoire fragile de leurs tout derniers témoins?